Comment tu vas? Écoute, ça va, nickel. Là, je suis Bon. à Marseille. Ouais. Voilà. Bon, Ouais. le temps que tout le monde arrive, dis-moi comment tu as vécu cette période de confinement. Écoute, moi, le confinement, ça s'est relativement bien passé pour moi. J'étais avec des amis dans une grande maison avec un énorme jardin. Et c'était un peu la vie en communauté, quoi, on va dire. Et franchement, c'était un grand reset, tu vois. J'ai fait des trucs que j'aurais jamais fait d'habitude. J'ai fait du piano, j'ai fait de la cuisine, j'ai j'ai fait de la méditation, tu vois. Jamais j'aurais cru que moi qui tiens pas trop en place, tu vois. Là, j'ai réussi à me centrer et à faire tout ça. Enfin, franchement, moi, c'était une période très féconde. Et puis, voilà, j'ai des projets perso que je mène à bien, donc des projets d'écriture, tout ça. Donc, tout ça a vachement continué pendant le confinement, quoi. Contrairement à certains amis qui, comme ils avaient un cadre et que c'était le moment où ils étaient obligés de le mettre dans le mille, du coup, bah, ça les a complètement bloqués, tu vois. Ça a produit complètement l'effet inverse. Mais moi, ça a bien marché. Franchement, j'ai eu du bol. Tu vois, j'étais vraiment super bien encadré. Voilà. Donc tu parlais d'écriture, c'est un projet de roman, c'est ça? Non, 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 c'est un scénario en fait. D'accord. De film, de série? Plutôt long métrage et un court métrage aussi, ouais. Et après, enfin voilà. Après, c'est drôle parce qu'une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, j'ai envie de te dire, t'as d'imaginer. Après, il y a plein d'autres projets qui viennent s'ajouter. Donc, non, non, mais de toute façon, j'avais déjà commencé avant le confinement, hein, tout ça. Mais disons que ça a été la période pour s'y mettre encore plus, disons. Exactement, exactement, exactement. Bien, je pense qu'il y a assez de monde, donc vous l'avez reconnu, je suis donc avec Joachim Latsko, je ne sais pas si je prononce bien le nom de famille. Parfait, parfait. Tu l'as pas écorché. Tu sais que même encore dans Plus belle la vie, au bout de 9 ans de bons et loyaux services, là, il y a pas longtemps pour le Prime, mon nom était mal orthographié. C'était là, bon les mecs, ça fait quand même 9 ans là, vous pourriez un peu être au courant. Voilà. Et c'est surtout qu'en plus, Joachim, ça s'écrit aussi avec CH, et toi c'est avec un K, donc des fois ça peut être ça peut être perturbant. Je peux comprendre. Du coup, donc on va parler bien sûr de toi, de tes débuts au théâtre, au cinéma, de Plus belle la vie. Et puis pour les fans donc de Plus belle la vie qui nous regardent, à la fin vous pourrez poser vos questions à Joachim concernant Plus belle la vie ou autre. Il n'y a pas de limite. Donc moi ce que j'aime bien avant de parler de tes débuts en tant que comédien, c'est parler des petites choses un peu spéciales qu'on peut retrouver sur les CV de mes invités et de leur passion. Et j'ai vu que tu parlais notamment espagnol, italien et même hongrois. Alors est-ce que c'est parce que tu as des origines hongroises? Exactement. Bien vu, Sherlock Holmes. Non, c'est sûr que c'est pas forcément une langue qui vient à l'esprit comme ça tout de suite. Ah bah tiens, allez, si j'allais apprendre le hongrois, non. C'est vraiment parce que des deux côtés de ma famille, mon père est hongrois, ma mère est moitié hongroise, moitié togolaise. Donc du coup, il y a du hongrois de partout et j'étais un peu cerné, quoi. Donc voilà, c'est pas une langue que je pratique énormément, mais tu vois, c'est tellement, c'est très court. Il suffit que je passe une semaine là-bas et tout revient, se met en place, mais je le comprends parfaitement et je le parle, par exemple, avec ma mère quand tu vois, t'es dans les transports en public, publics et tu veux pas qu'on te comprenne. Tu vas prendre un dîner, que tout d'un coup, bon, on va peut-être y aller là, tu vois, voilà. Donc tout ça vient en hongrois. Et tu es né en Hongrie ou tu es né en France? Je suis né à Paris. D'accord. Paris 20e, voilà, hôpital Tenon, pour ceux qui connaissent. Non, je suis né à Paris, tout simplement. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu parles donc du coup aussi italien, et j'imagine que ça t'arrive d'échanger avec Emmanuel. J'ai beaucoup d'amis italiens, donc je baragouine, je comprends beaucoup, mais je parle mieux espagnol, voilà. Ouais. Mais est-ce que ça t'arrive d'échanger avec Emanuele sur le tournage des petites phrases en italien? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je le fais chier. Enfin, tu vois, j'essaye de faire genre. Je suis un super, tu vois, italiano vero. Mais bon, voilà. Donc
ça marche pas du tout. Mais en tout cas, j'essaie à chaque fois de le brancher là-dessus. J'imagine que ça doit être assez amusant. Tu chantes aussi. Alors beaucoup de comédiens de Plus belle la vie chantent par passion. Pour certains ont même enregistré des disques. Savoir chanter, est-ce que c'est un critère de recrutement pour entrer dans la série? Écoute, vu les casseroles qu'il y a, je ne citerai pas de nom. Non, je ne crois pas que ce soit un critère de casting de personnages de récurrents de Plus belle la vie. Non. Mais c'est vrai qu'on est une sacrée tripotée d'ailleurs, à tel point que à l'époque notre chère attachée au programme qui s'appelle Christine Coutin, qui est plus là maintenant, à chaque fois on essayait de la brancher, de lui dire allez vas-y fais un épisode musical, il faut qu'on fasse tu vois, ce serait quand même génial de faire au moins un épisode de La Quotidienne uniquement chanté. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment d'actualité maintenant. Remarque, avec le Corona et tout ce qui se passe, là, ce serait peut-être le moment, tu vois, d'aller dans une espèce de légèreté et de trucs complètement loufoques, quoi. Tout à fait, ouais. Mais je crois qu'il y avait eu un épisode musical, non? Je me rappelle pas, mais Pas vraiment. Il y a eu des participations. Je sais qu'à un moment donné, il y avait. Moi, j'avais fait un épisode avec Tal, par exemple. Oui, c'est vrai. Tal, bon. Bon, elle est toujours assez populaire, mais bon, bref. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment The Big Thing. Et il y avait aussi un épisode, je crois, de la fête de la musique, il me semble, où t'avais Serge Dupire et Nadège Bossondiane à l'époque, il me semble, qui avait fait un petit truc de mémoire, tu vois, de mes. Ouais. Et c'était sur la place du Mistral, je m'en rappelle. Ah, et il y avait aussi Joyce Jonathan. Oui. Tu te rappelles ou pas? Il y avait Joyce Jonathan oui. Qui était venue une fois. Après, je sais plus. Il me semble qu'elle avait chanté, non? C'était justement l'épisode de la fête de la musique. Bah, je crois, c'était devant le bar du Mistral, je crois. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Ouais, carrément. Donc, en tout cas, ça a jamais été fait en intégralité. Tu vois. Oui, ils n'ont pas fait en intégralité. Ils n'ont pas fait un Glee Plus belle la vie, quoi. Oui. Ce serait bien, remarque. Ce serait bien, mais moi, franchement, je trouverais ça génial de faire ça. Bah ouais, ce serait vraiment amusant. Mais alors, du coup, plus sérieusement, d'où est-ce qu'elle te vient cette passion pour le chant et la danse aussi, parce que je l'ai vu ce que tu pratiquais de la danse contemporaine. Ouais, sur le CV, en tout cas, il y a marqué danse. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au tout début, tu vois, j'étais encore élève comédien. Un jour, ce qui s'appelait l'ANPE du spectacle, donc c'est vraiment, c'est très vieux. Pôle emploi de l'époque passe une annonce en disant voilà, Pina Bausch cherche des danseurs, machin et silhouettes, figurants, etc. Pour son prochain spectacle. Et donc moi, je savais pas du tout que c'était Pina Bausch, tu vois. Je me rappelle écrit Pina Bausch, comme s'il y avait marqué Pinocchio, tu vois. Et en fait, si tu veux, j'ai eu la chance d'être casté dedans. C'était une espèce de silhouette automate. On intervenait à plusieurs moments, on portait des hommes assez âgés. Et en fait, j'ai découvert cet univers-là que jamais j'aurais découvert, tu vois, avant. Et franchement, c'est du théâtre dansé, Pina Bausch. Mais c'est très joué, c'est très joué, tu vois. C'est vraiment comme du théâtre physique, du théâtre très dansé, tu vois. Mais ça ressemble plus à je trouve, à du théâtre que à de la danse. Et donc en fait voilà, c'était par hasard, je me suis retrouvé au théâtre du Châtelet dans un spectacle de ballet de Pina Bausch, mais c'était vraiment sur un malentendu. Et après, quand je disais à tout le monde, ouais, j'étais pris dans un truc là, Pina Bausch, j'étais là, quoi? Pina Bausch? Mais t'es sérieux? Mais c'est un truc de dingue, Pina Bausch! Et moi, j'étais là, ouais. Et donc, au final, j'ai quand même compris ce que c'était. C'est du très lourd. Voilà. Donc après, j'en ai vu plein d'autres. Mais après, si tu veux, moi, j'ai fait Illusion parce que j'ai fait des comédies musicales. Donc, j'ai dansé devant 2000 personnes à l'Olympia avec 40 autres comédiens chanteurs, si tu veux, et danseurs. Et c'était une comédie musicale qui s'appelle Dead Bell Band, qui est mise en scène par Reda, qui est un chorégraphe en fait, et qui a pris tout le truc en charge. Et son but, c'était que sur les 40
comédien, chanteur, danseur, on puisse pas distinguer qui était danseur, qui était, tu vois, chanteur, etc. Donc du coup, on a eu un training pendant 1 an là-dessus, mais c'était un challenge, hein. Oh là 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 là, c'était un challenge. Je peux te dire, on avait des sessions de 4 heures de danse par jour et tout. C'était vraiment vraiment très très intense et je me rappelle moi jusqu'à une semaine de la première. Tu vois, j'étais allé voir le dance captain, on l'appelait ça comme ça, le dance captain, le premier assistant, tu vois, du metteur en scène. Je lui dis, mais tu sais, là, il y a des variations, je suis pas encore vraiment capable de les faire. Mais Joachim, il s'appelle Martin, mais Joachim, tu verras, tout ira très bien. Tout ira très bien, Joachim. Et au final, franchement, j'ai peut-être fait une petite chute, 1 ou 2 fois, mais c'est tout. Tu vois, sur, je sais pas, plus de 60 shows et tout, donc non. C'est bien. C'était, ouais. Mais bon, c'était vraiment je faisais illusion, quoi, tu vois. Ouais, j'avoue. Voilà. Ah, surtout que sur Claude François, faut pas se rater. Non, c'est clair. Et... Alors, tu pratiques également le tennis comme ton personnage. Non, pas trop. Tout le CV est bidonné, en fait. Non mais tu sais ce que c'est les CV de comédien, il faut toujours en mettre beaucoup plus. Non, mais c'est pas ça. Je fais du tennis, mais enfin pas du tout à un niveau. Tu vois, par exemple dans la série, il y avait Bruce Tessor qui lui était un vrai joueur de tennis pro avant d'être comédien et après de faire plein de trucs. D'ailleurs, entre les prises, salut Bruce, si tu nous regardes, entre les prises, il fait toujours un truc genre merde, c'est un truc un peu comme ça. Il fait des refaire, des coups droits. Mais moi, vraiment, je suis vraiment un joueur du dimanche. Mais je me bats sur toutes les balles. Hein, par contre, attention, je joue beaucoup mieux que Riva. Ouais, je me doute. Beaucoup Il faut mieux. se battre. Bon, bah alors très bien. Du coup, donc tu suis pas du tout le tennis non plus quand il y en a à la télé, Roland Garros. Pas des masses. Malheureusement, tu vois, moi, je suis assez compulsif comme garçon. Donc, si je commence j'essaie de regarder. Je t'avoue, j'essaie de regarder, d'être le moins possible devant un écran parce que sinon, je décolle plus, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, je comprends. Ça peut vite être addictif. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est comme les jeux vidéo, tous ces trucs-là. À vrai dire, j'évite, quoi, parce que sinon, je te dis, sinon t'en sors plus, quoi. C'est clair. Donc, même le soir à la télé, je regarde pas des masses, j'avoue. Ouais, bah, je sais pas rien, je te rassure. À part quand l'équipe de France joue au football, mais voilà, sinon. c'est ça, les grands rendez-vous, tu vois, très, très forts, etc. Ouais, évidemment. Mais le tennis, malheureusement, je suivais beaucoup quand j'étais ado, jusqu'à, tu vois, quand j'étais étudiant, même un peu encore, mais après j'ai lâché, quoi. Ok. Alors on va parler de tes débuts et de ta carrière. Est-ce que tu t'es toujours destiné à la comédie ou tu souhaitais et fait autre chose avant cela? Ah, moi je voulais être avocat international. Ah ouais? Non. En fait, si tu veux, moi, ce qui se passe, c'est que mon père, il était comédien à une époque et metteur en scène, mais il y a très longtemps, parce qu'il est quand même assez âgé. Mon papa, il a fait 86. Ah, il a fait 87. Waouh, tu vois. Et en fait, dans les années 50, 60, il avait commencé à être comédien. Ensuite, il a dû lâcher. Ma mère, à un moment donné, c'est à la comédie. Elle a fait même de la chanson dans les années 80. Ils ont tous les deux lâché, tu vois. Et moi, j'ai grandi en me disant, ouais, c'est génial, j'ai baigné dedans. Et en même temps, c'est quand même pas un métier super sécure, super, tu vois, safe, quoi. Je sais pas comment dire. C'est un métier dur. Donc, du coup, je me suis dit, non, faut que je fasse un truc, tu vois, structuré, des vraies études, un vrai diplôme. Donc, du coup, moi, j'ai fait du droit, en fait, pour devenir avocat au départ. Et après, en fait, j'ai recommencé, tu vois, je te fais mon CV en live. Du coup, j'ai recommencé après à faire des cours de théâtre. Et en faisant des cours de théâtre, je me suis dit, bon, on va pas faire comme si, faire comme si on était content d'aller en TD, tu vois, de raser le mur comme ça pour pas qu'on être interrogé parce que t'avais pas révisé, etc. Au bout d'un moment, c'était plus du tout mon truc, tu vois,
le droit, quoi. Ça m'a structuré, c'était hyper intéressant. Je sais ce que c'est qu'un régime politique. Je veux dire, je sais ce que c'est qu'un régime parlementaire, présidentiel, etc. Donc c'est super. Je suis très content là-dessus. Mais voilà, j'ai quand même fait 4 ans. Hein. Ouais. Et la fibre artistique a repris le dessus, quoi. Ben ouais, ça devenait trop. Tu vois, j'avais recommencé les cours de théâtre en même temps et je devenais un peu schizo, quoi. Tu vois, je me disais, qu'est-ce que je fous là? J'étais en TD. Je te jure, je me rappelle une anecdote. C'est cool, mais c'est un jour, on avait une prof en droit pénal spécial qui était très vicieuse et tu prenais des paquets, tu sais, de feuilles comme ça, et puis elle nous regardait comme ça. Bon, alors, qui je vais interroger? Et bam! Elle tirait une feuille comme ça au hasard. Et là, tu vois, évidemment, moi, je flippais parce que j'avais pas révisé, ou je sais pas ce que j'avais, enfin, tu vois, donc j'étais comme ça. Et c'est là, très précisément, je me rappelle ce jour-là, je me suis dit, mais Joachim, sans déconner, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Tu sais que tu vas pas du tout continuer ce chemin. Le théâtre, ça te fait kiffer. Donc, voilà, au partiel de février de l'année en cours, hop, j'ai arrêté. Et donc, c'était entre 2003 et 2005 que tu as suivi des cours dramatiques Eva Saint-Paul, c'est ça, si je me trompe pas. Et quel souvenir, justement, tu gardes de ces 2 ans d'apprentissage? 3 ans. 3 ans. Écoute, d'ailleurs, il y a Flavie Péan qui a fait la même école que moi. On était exactement ensemble les mêmes années. Mais elle avait quelques petites années de moins quand même. Ouais, on a fait exactement les mêmes années. Moi, Eva Saint-Paul, c'est quelqu'un que j'adore. C'était une vraie, je sais pas, une sorte de mère spirituelle, tu vois, qui nous donnait des conseils, qui disait toujours soyez des guerriers, soyez des guerriers, soyez des guerriers. Qui nous donnait, enfin, on était formés en tango, en escrime, on faisait de l'acrobatie. On travaillait des textes classiques, des textes contemporains, on pouvait faire des scènes de films. Non, c'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé ces années-là. C'est des années très joyeuses, quoi. Vraiment. J'ai adoré. Je sais pas comment le dire autrement, mais tu vois, c'est difficile. Quand tu commences, en fait, c'est comme trouver un psy, en fait. Quand t'es comédien, enfin, que tu veux être comédien et que t'as ce truc en toi, en fait, très vite, tu te dis, mais où? Comment? Et tu tapes à beaucoup de portes et c'est compliqué de trouver ce qui te convient à toi. Voilà. Tu vois, je sais que voilà, cette école, elle convenait à certains plus qu'à d'autres. Et t'en as qui s'en rendaient compte, et t'en as qui s'en rendaient pas compte. Et voilà. Moi, je me suis tout de suite senti comme un poisson dans l'eau. Et voilà. Après, voilà. Il faut trouver. C'est comme un psy, je te dis. Ouais, il faut trouver le bon. Il faut trouver le bon et si tant que t'as pas trouvé le bon, il faut continuer à chercher, tu vois, il faut pas s'enfermer dans une impasse, quoi. Voilà. Alors en 2009, j'ai pas vu l'épisode, mais tu as joué le personnage de Naganda dans la série télé Nicolas Le Floch. Je suis tombé sur des photos. Floch, on dit Floch, pas Floch. Floch. Alors Nicolas Le Floch. Et je suis tombé sur des photos. Tu es méconnaissable avec ces sortes de tatouages tribal. Est-ce que c'était un rôle amusant à interpréter? C'était génial. C'était un kiff, un vrai cadeau, quoi. C'est un vrai cadeau quand t'es comédien d'avoir un rôle où tu te transformes physiquement, où tu dois lire tout un tas de choses. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur la mythologie amérindienne, j'avais un personnage qui était un chaman, quoi, en fait, donc qui devait combattre en rêve astral le démon, tout un programme, tu vois, et puis qui avait une vraie noblesse d'âme, et puis voilà, qui était une espèce de force de la nature. Donc, il y avait des challenges à beaucoup de niveaux et c'était vraiment assez extraordinaire. Moi, de toute façon, ce métier, c'est pour ça que je l'aime. Tu vois, là, il y avait aussi, j'avais fait un téléfilm il y a quelques années où je faisais un flic et en fait, j'avais pas mon permis et j'ai passé le permis quand même
ouais, j'avais pas le permis parce que je suis parisien. Donc, en tant que Parisien, ouais. tu n'as pas besoin. Avoir une caisse, c'est plutôt des grosses emmerdes qu'autre chose. Donc, du coup, je n'avais pas j'avais jamais eu besoin en fait de passer le permis et je l'ai passé à l'occasion, tu vois, de ce téléfilm. Et voilà, moi c'est ce que j'aime dans ce métier, tu vois. Donc j'aurais pu, je sais pas moi, apprendre le jiu-jitsu pour faire Naganda dans Nicolas Le Floch. Et ben j'aurais adoré, tu vois. Bon là en l'occurrence j'ai fait de la muscu pendant 3 mois parce que sur le scénario il avait marqué il observe la scène de sa poitrine puissante et je sais pas quoi. Et je me regardais, je me disais oh là, on est dans la mouise là. Donc va falloir y aller. Donc tu vois, voilà, c'est des vrais, voilà, c'est moi ce que j'adore dans ce métier, c'est tous ces challenges. Donc j'ai adoré faire. Puis en plus, il y avait dedans d'ailleurs Jean-François Garot qui nous a quittés il y a pas longtemps. Dans l'épisode dans lequel j'étais, le fantôme de la rue Royale, lui c'était, d'ailleurs c'était lui j'étais suspect de meurtre dans cette histoire et Jean-François Garot c'était le vrai salaud, le vrai méchant. Mais il était non, il était super cet ami. Puis il y avait Jérôme Robart aussi qui est un super partenaire de jeu. Enfin vraiment tout un tas de gens géniaux. Et tu t'es alors j'ai vu qu'il y avait t'avais une sorte de coupe iroquoise, tu t'es du coup rasé la tête pour l'occasion. Ouais, j'avais la tête complètement rasée, il me mettait un postiche iroquois. J'avais quand même 2 heures de maquillage tous les jours. Enfin tu vois, c'était non, mais c'était génial. Je te dis, c'est un cadeau en même temps parce que quand t'as 2 heures pour rentrer, tu vois, dans la peau du personnage, c'est magique. Hein. C'est vraiment magique. Donc non, c'était une super expérience. Alors tu as aussi fait quelques figurations pour le cinéma également. Moi j'aimerais revenir plutôt des petits rôles que des figurations. Oui, enfin quand je dis figuration, c'est aussi petit rôle. Je prends les deux en compte. Voilà. Et du coup, en 2017, pardon, tu as joué dans Monsieur et Madame Aldenman de Nicolas Bedos. Et moi, je voulais savoir si tu avais vu son dernier film, La Belle Époque. Non, je l'ai pas vu. C'est une de mes lacunes. Mais à culpa, je sais. C'est Nicolas Bedos, c'est ultra talentueux. Je veux dire, à l'époque de Monsieur et Madame Aldenman, ne serait-ce qu'à la lecture du scénario, tu vois, c'était vraiment jubilatoire quoi. Il y avait pour moi il y a des scènes comiques mais vraiment d'anthologie dans ce film et je trouvais que le film en fait était encore plus sur le tournage. Je trouve que c'était presque encore plus drôle sur certaines parties et puis même quand je l'ai vu tu vois tourner, je le trouvais vraiment au taquet. Enfin, bon, ce type est vraiment super talentueux. En plus, il nous a accueillis à bras ouverts. J'ai que du bon à dire dessus et je suis persuadé, je vois bien, je connais le pitch, tu vois, de La Belle Époque et tout. C'est juste que voilà, tout d'un coup, tu sais, t'as des films comme ça, t'as pas pu le voir pour X ou Y raison, mais je sais très bien que je suis persuadé, tu vois, que ma main a coupé que c'est un film génial. C'est un grand film. Ouais, oui, j'en suis sûr. Et il est comment en tant que réalisateur, Nicolas Bedos ? C'est un mec qui est très concentré sur tous les détails, sur ta coiffure, sur le pot de fleurs qu'il mis à tel endroit, sur la lumière, sur son jeu. C'était génial parce que moi j'avais donc des scènes entre lui et Dora Tillier et je le voyais, tu vois, diriger. La diriger, la pousser à fond. Enfin, c'est génial, tu vois. C'était et en même temps, lui, tu vois, s'observer après sur le combo. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis dit que c'était finalement possible de jouer dans son propre film, tu vois, et de se diriger parce que je le voyais faire et je trouvais que c'était comment dire, tu vois, il tournait une prise, ensuite il regardait, tu vois, sur le combo. Et il arrivait à rectifier, tu vois, des choses dans son jeu qui pensaient être, tu vois, moins justes. Et franchement, c'était super à observer. Et c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, tu vois, qui a une idée vraiment très précise de ce qu'il veut obtenir. Enfin bon, moi je te dis, j'adhère vraiment à 400%. Je trouve que c'est un vrai artiste, quoi. Et tu penses que son OSS 117 3 sera bon?
Écoute, c'est un mec qui a vachement d'humour, qui est brillant. Donc je vois pas pourquoi ce serait. Ça peut être que génial. Après, je pense que tu vois, contrairement au personnage public, Nicolas Bedos, c'est quelqu'un de plus sensible qu'on ne pense. Oui, et ouais, bah, j'imagine que La Belle Époque, tu vois, oui, le thème est encore plus, tu vois, enfin, c'est assez profond. Tu regardes le thème de Mathieu Abad-Elmalm, c'est quand même une histoire d'amour sur 40 ans. Fondamentalement, tu vois, c'est ça, quoi. C'est l'amour peut-il résister à ça. C'est aussi, tu vois, une des thématiques. Enfin, tu vois, La Belle Époque, etc. Et après, voilà, c'est OSS 117, c'est un pastiche, tu vois, de film d'espionnage. Donc c'est un registre qui est complètement différent. Donc voilà. Ce mec a beaucoup d'humour et un grand talent, donc je pense que ça peut être que génial. Après, tu vois, c'est encore une de mes lacunes. Je n'ai pas vu les OSS 117. Oh là là. Bah dis donc. Oh là là, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là là Bon, je vais venir à Marseille avec une valise de DVD et on va se faire une soirée alors. C'est ça. Alors j'aimerais finir sur le théâtre. En 2007, tu as mis en scène la pièce de Copy, La Pyramide, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux commencer par nous dire de quoi ça parle pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce et nous dire ensuite par la suite. Hein. C'est bien barré. Oui, j'ai vu le synopsis. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en scène cette pièce? Écoute, moi, Copy, c'est un auteur que j'ai découvert justement quand j'étais chez Saint-Paul. On faisait pas mal d'extraits de scènes et notamment, il y avait une pièce qui s'appelait Eva Perón. C'est les derniers jours de Eva Perón, la femme du dictateur argentin, qui était au départ détestée par son peuple, qui a fini par être adulée. Bon, et en l'occurrence là, lui en fait, Copy, il était d'origine uruguayenne. Et il a vécu le plus clair de sa vie en France, mais du coup, il était, on va dire, il connaissait tout un tas. Enfin, il était latino, donc si tu veux, pour lui, l'Argentine, il connaissait très bien le personnage. Et en gros, si tu veux, c'est un pastiche. C'est-à-dire, donc c'est concentré sur la dernière époque. Je te parle juste d'Eva Perón parce que ça m'avait beaucoup marqué. C'était avec une actrice vénale qui s'appelle, qui est décédée depuis l'année dernière. Qui jouait dans Edith Scobb. Je sais pas si tu connais cette actrice. Non, qui est dans un film génial qui s'appelle Holly Motors. Récemment. Oui, ça je connais. Récemment, il y a quelques années déjà. Mais de Holly Motors de Léos Carax, qui faisait le chauffeur de limousine de Denis Lavant. Et bref, et en tout cas, donc Eva Perón, tu vois, c'est les derniers jours de Eva Perón dans son palais, elle a un cancer, elle arrête pas de faire chier tout le monde en disant j'ai un cancer, moi j'ai un cancer. Et t'as sa mère qui est jouée par Edith Scobb, qui essaye gentiment de lui soutirer les codes de son coffre-fort. Après c'est complètement barré, tu vois, c'est complètement loufoque. Et en fait, il y avait beaucoup de pièces qui étaient mises en scène à l'époque par un mec qui s'appelle Marcia Di Fonsobo, et c'était des super mises en scène. Et je me disais, moi j'avais déjà j'avais vu une fois La Pyramide et je l'avais travaillé en cours et je me suis dit, ah là là, cette pièce, elle est super, elle est très surréaliste. C'est en fait 4 personnages, celle que j'ai mise en scène. Donc tu as un jésuite, une princesse cannibale, une reine aveugle et un rat. Donc si tu veux, c'est complètement barré. Et en gros, ils sont tous les deux dans un espèce d'endroit clos. On ne sait pas si ça peut être une décharge publique, comme ça peut être un asile de fous, comme ça peut être une vraie pyramide Inca. Et en gros, ils ont rien à bouffer. Et toute la pièce, c'est le jeu des alliances pour savoir qui va bouffer l'autre. Tu vois, donc, c'est très particulier. Mais c'est une pièce très politique, c'est une pièce très poétique, c'est une pièce sur la liberté, c'est une pièce sur... il y a énormément de tiroirs. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait absolument que je monte ça parce que Marcia Di Fonsobo, qui montait beaucoup de copies à l'époque, allait s'en emparer. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et j'avais une actrice géniale qui s'appelle Anne Nouena, que j'embrasse là où elle est. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue en Bretagne, et qui pour faire la reine de la pyramide. Et du coup, comme je l'avais après sous la main, j'ai réuni tout le cast et voilà quoi. Et on a joué pendant 4 mois
4 mois. Ils voulaient qu'on rempile après, mais ça faisait un peu beaucoup, mais c'était une super expérience. Tu vois. Du coup, c'était presque, ouais, au final, ça a duré, je sais pas, 9 mois, toute cette aventure. C'était génial. Et c'est difficile de mettre en scène sa première pièce? Écoute, tu sais, franchement, en fait, la question, elle se pose pas vraiment comme ça, quoi. Tu vois, c'est plus, déjà, c'est une question d'envie. Tu vois, à partir du moment où l'envie, elle est là, très très fort, tu te poses pas vraiment de questions, en fait. Tu vois, moi, j'avais très envie de faire cette expérience. Et ce qui est dur, enfin, le premier jour, t'as un peu le complexe de l'imposteur. Tu vois, je savais exactement ce que je voulais et je savais, moi, j'adore diriger les comédiens. Tu vois, j'adore, même, tu vois, sur des tournages, bon, sur Plus belle la vie, tu vois, c'est un peu plus la maison. Donc, de temps en temps, s'il y a vraiment des comédiens avec qui je m'entends bien, notamment, moi, j'adorais bosser avec Stéphane Bierry. Tu sais, Stéphane qui faisait l'infirmier. Et lui, par exemple, j'avais toujours, quand je jouais avec lui, je sais pas, moi, il y avait un vrai ping-pong. Et du coup, à chaque fois, tu vois, entre les prises, je dis, tu devrais faire ça. Tu veux pas, regarde, sur cette réplique, là, tu l'as fait comme ci, tu l'as fait comme ça. Après, tu vois, comme ça. Bon, voilà, je me permets de le faire, tu vois, qu'avec des gens dont je me sens proche. Mais lui, tu vois, par exemple, j'adorais, je sais pas, j'adorais diriger, quoi. Enfin, essayer de lui donner des idées, tu vois. Et moi, diriger les comédiens, c'est un truc, voilà, qui me fait vraiment marrer. Donc, c'était difficile le premier jour quand tu sais pas par quel bout commencer, mais en fait, comme cette pièce, elle m'inspirait incroyablement. C'était génial. C'était vraiment. Je me suis bien éclaté à faire ça, vraiment. Mais il y a Sacha Tarantovic qui nous dit coucou. Qui ça? Il y a Sacha Tarantovic qui nous dit coucou. Ah bah salut Sacha. J'ai pas beaucoup tourné avec elle. Hein. On s'est croisés juste. Ouais. Ouais, en éclair, mais je crois que j'ai jamais joué avec elle. Du coup, on va passer à Plus belle la vie. Okay. Toi, tu es arrivé en 2011 dans la série. Est-ce que tu te souviens de ton casting pour la série? Est-ce que tu peux nous le raconter? Mon casting pour la série. Écoute, oui, c'était. En fait, j'ai eu le premier casting se fait à Paris parce que bon, t'as dû, voilà, les castings pour les rôles récurrents généralement sont à Paris. Et pour les rôles, je dirais un peu plus secondaires, ils sont à Marseille en général. Hein. Et du coup, le premier rendez-vous s'est bien passé. Du coup, bon, c'était quand même un challenge, tu vois. Je me disais, ah ouais, quand même. Voilà, rôle, le copain de Thomas, homosexuel qui embrasse à 20h30, un autre type sur la bouche et tout, machin. Bon, c'est quand même, tu vois, particulier comme challenge. La scène de casting, c'était une scène où je devais l'embrasser, tu vois. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez, un challenge, on y va, je suis comédien, de toute façon, le rôle est intéressant, il y a plein de choses à défendre. Et donc, du coup, je suis allé à Marseille, en callback. Et là, c'était bizarre, parce que, tu vois, j'ai retrouvé par hasard, quand c'était à l'heure de la cantine. Donc, ce qui est très bizarre à Plus belle la vie, c'est que bon, c'est un peu moins comme ça maintenant à l'heure de la distanciation sociale et du Covid, parce qu'on est en plus en équipe réduite, etc. Donc, mais si tu veux, en temps normal, la cantine, il y a énormément de monde, ça grouille, tu vois. Il y a une ambiance à la fois très détendue et c'est assez déconcertant, tu vois, parce que quand tu es sur un tournage d'habitude classique, on va dire. Bon, tu vois, tu te concentres comme ça pendant tes 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, un mois, que sais-je. Et puis après, c'est fini, tu vois. Plus belle la vie. Tu vois, t'es comme ça au début, et puis très vite, tu te dis bah en fait, je peux me détendre, quoi. Donc progressivement, tu finis par, tu vois, te dire bon, ok, je peux relâcher la pression. Mais en fait, au départ, tu vois, genre, je voyais tellement de monde quand j'ai passé le callback à la cantine, et ça avait l'air hyper détendu. Ça avait l'air un peu Club Med, tu vois. C'était bizarre. Et donc j'ai passé le truc avec Laurent. C'est marrant, j'étais en concurrence avec un type qui était blond et un peu plus âgé que moi, tu vois.
Donc, je me rappelle très, très bien de cet après-midi, tu vois. Et on était assis juste à côté dans le train, donc c'était un peu, ah, salut. Oh, dur. Ah oui, oui, d'accord, ok, super, tu viens pour le, ok. Et je me suis dit bon, il est plus âgé que moi, donc j'avais une espèce de veste en velours, comme bon, Riva est un peu bourge, tout ça, donc je me suis dit bon, je vais mettre ma veste. Il faisait hyper chaud, mais je me suis dit non, c'est pas grave, je garde ma veste comme ça, je ferai un peu plus vieux. Je me suis concentré, puis je suis allé à fond, quoi. Et à un moment donné, il y a même Laurent qui a dit, je crois, devant la caméra, il a dit, donc il y avait une scène où je devais l'embrasser, donc je me suis dit, allez, on y va et tout. Puis il se retourne dans la caméra, il fait, eh ben, il a pas froid aux yeux, celui-là, hein. En parlant de moi, tu vois, qu'il avait, je sais plus, emballé à pleine bouche, ou je sais plus comment on avait fait le truc, mais voilà. Et puis après, je me suis barré. Voilà, je me suis dit, bon, je suis quand même parti boire une petite bière sur le Vieux-Port en me disant, bon, allez, je vais quand même boire une bière sur le Vieux-Port. Je sais pas si je reviendrai, mais en tout cas, ouais, c'était marrant. Et puis, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais pris. Et puis, très vite, une semaine après, hop, voilà, j'étais sur les plateaux. Et est-ce que tu savais déjà que tu allais être récurrent ou c'était juste pour, t'avais une période définie au départ? Je savais que j'allais être ce qu'ils appellent semi-récurrent. C'est-à-dire que au départ, je suis arrivé en avril et l'agent de l'époque m'a dit que je serais là jusqu'en juin minimum, mais que a priori, je serais au moins là jusqu'en décembre. D'accord. Donc, je savais, si tu veux, que potentiellement, tu vois, c'était avril-décembre, tu vois, ça fait quand même, voilà, plus de 6 ouais, mois. Ça fait un an, hein. Ouais, un petit peu moins, tu vois, mais du coup, oui, je savais que c'était un rôle, tu vois, qui était amené à. Mais je savais, en fait, si tu veux, le rôle, ce qui était drôle après, je devance un peu tes questions, mais en tout cas, Riva, il n'a pas été tant développé que ça au départ, tu vois, et puis tel qu'il était en plus, finalement tel qu'il était décrit dans le pitch, quoi. C'était un peu genre le séducteur avec un humour un peu, tu vois, cassant. Mais le jour où ils m'ont donné de la comédie, en fait, le jour où il y avait les frères Ramirez, le tennis, tout ça, ils se sont dit ah. Et le gars, là, en fait, il assure pas mal en comédie. Hein. Ah, c'est pas mal du tout ce qu'il nous donne en comédie. Ah, mais tiens, on va lui écrire de la comédie, ta. Et en fait, c'est parti. Mon personnage, il est parti pas mal avec la comédie. Je pense que, voilà. Si j'étais pas un petit peu bouffon du roi saltimbanque sur les bords, Riva serait peut-être. Il aurait été remplacé au bout d'un an. Voilà. Alors il y a Sacha qui nous disait un petit peu plus haut, je n'osais pas te couper, mais qui aimerait bien un jour faire des scènes avec toi. Mais oui, moi aussi. Moi aussi, j'adorerais. Et puis il y a Boubacar Mousse qui nous a fait un petit coucou. Il est passé, alors je sais pas s'il est toujours là, mais on le remercie parce que hier il a sauvé Léon. Ah ouais. J'ai pas beaucoup tourné avec lui non plus, hein. C'est con, hein. Je les aime bien, j'adore. Ils sont, enfin. Bah ouais, vous êtes dans des intrigues différentes, donc forcément. Mais complètement, ouais, c'est ça. Alors toi, qu'est-ce qui, tu l'as un petit peu dit, mais à part ça, qu'est-ce qui t'a séduit aussi chez ton personnage, chez ce personnage de Riva? Qu'est-ce qui m'a séduit le côté jouisseur, sans excuse, quoi, au départ. Tu vois, ça c'était super, tel qu'il était fait au départ. C'était vraiment j'emmerde tout le monde, tu vois, je fais mon petit chemin et j'ai une confiance en moi, mais tu vois, maximale, quoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment, hop, il trace, quoi, tu vois, il veut un truc, il y va, il s'impose tout le temps, quitte à ce que, tu vois, il s'en fout. Enfin, voilà, il y avait un côté, ouais, il y avait un côté très, ouais, c'est jouissif de faire des personnages comme ça, tu vois, qui s'embarrassent pas vraiment comment dire, ils en vont pas par quatre chemins, quoi. Ils vont pas par quatre chemins, tu vois, ils sont ambitieux, un peu, comment dire, un peu mégalo, un peu narcissique, hein, sur les bords. Enfin, tu vois, moi, les personnages qui ont des défauts, de toute façon, en règle générale, je trouve ça toujours plus drôle, quoi. Tu vois. La plupart des comédiens. De quoi?
Vas-y, continue. Non, la plupart des comédiens, enfin, je pense que c'est plus drôle de jouer un méchant, enfin en tout cas, tu vois, un personnage un peu. S'il est pas méchant, Riva, mais il est attachant, tu vois. Il a des gros défauts, etc. Personnage, tu vois, avec vraiment des aspérités, des défauts, c'est toujours plus drôle, quoi. Bah, moi, c'est sûr qu'il y a des scènes des fois où tu jouais le mec têtu, le mec borné, mais des fois c'était à mourir de rire, quoi. Parce que on savait que t'avais tort, mais toi tu t'obstinais, et ça donne des scènes des fois vraiment cocasses, quoi. Ouais. Non, ça c'est marrant. Et la mauvaise foi, ils en ont fait. On en a fait beaucoup, hein, sur la mauvaise foi de Riva. Ah, oh là là, on a décliné ça. Ouais. Ça s'est calmé depuis quelques temps quand même. Bah oui, là, t'as vu. Mais ça, c'était un truc, enfin, que j'ai trouvé aussi super chouette, hein, sur mon personnage, c'est qu'on est passé un peu du personnage public à, tu vois, l'intimité, à ses démons, aux choses qui cachaient, au côté un peu, tu vois. Voilà. Ça, on va y revenir à ça. On va défiler, mais on va justement y revenir. Donc, ton personnage, il est en couple avec le personnage de Laurent Kérouzoré. C'est quel type de partenaire, Laurent? Écoute, Laurent, c'est quelqu'un de très joyeux, très drôle dans la vie. Voilà, donc non, c'est très agréable de travailler avec Laurent. Ça s'est toujours super bien passé au niveau du boulot. Non, ça a toujours été un très très bon partenaire. Donc non, c'est très chouette, c'est très léger, quoi. Et je peux te dire que quand il y avait à l'époque Manon, la regrettée Manon qu'on adorait avec Brian, tu vois, Brian, Manon, moi et Laurent, à chaque fois, d'ailleurs, les équipes se disaient oh là là, il va falloir se taper la famille Riva Marcy parce que on était tous, tu vois, complètement à fond. Mais non, mais c'est génial enfin voilà, c'est très chouette de bosser avec eux. Et tu parlais de Manon, elle reviendra pas du coup? J'aimerais bien. Désolé pour Léa qui l'a remplacée à une époque, mais c'est vrai que c'était un peu rude. Tu vois la manière dont tout ça s'est passé et injustifié à notre goût. D'accord. Voilà. Bon. Alors depuis maintenant 9 ans, ton personnage, donc je le disais, est en couple avec celui de Laurent. Vous avez à vous deux abordé une multitude de thèmes sociaux, le mariage pour tous ou l'adoption, deux sujets qui sont toujours d'actualité. Est-ce que toi, c'est des causes que tu défends aussi au quotidien? Moi, c'est pas particulièrement une cause que je défends au quotidien. Après, les causes que j'ai envie de défendre au quotidien, c'est effectivement des causes qu'on va voir avec la tolérance, que ce soit raciale, sexuelle, tout au niveau de toutes les minorités, les femmes, tu vois, c'est évidemment ouvrir des droits à des minorités, quelles qu'elles soient, ce sera toujours une cause que je trouverai belle et importante et pour laquelle j'aurais envie de me battre, oui, tu vois. Il y a eu un autre thème aussi qui a été abordé grâce au métier de Gabriel Riva, l'euthanasie. Il y a eu une sous-intrigue où Gabriel euthanasie le personnage de Julien à sa demande. Si la question n'est pas trop indiscrète, est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la question de l'euthanasie? Tu es pour ou est-ce que tu es contre? Vaste question. Ouais, Écoute, moi personnellement, je considère que la vie est sacrée. Voilà. Néanmoins, donc je suis contre. Enfin, je suis contre. J'ai plutôt pas envie de me suicider. Après, d'un point de vue philosophique, le suicide, ça peut être considéré comme une espèce de droit inaliénable, et ce qui fait qu'un être humain, en fait, est un être humain qui demeure, tu vois, libre de décider pour lui-même. Donc, tu vois, au niveau philosophique, ça coince un petit peu parce que c'est, si tu veux, en théorie, tu vois, je trouve ça important de pouvoir décider de son propre sort.
Après, en ce qui concerne l'euthanasie, évidemment, quand on est réduit à l'état de légume, voilà, par malheur, euh, évidemment que je trouve que il faut légiférer dans un sens de libération pour la personne qui est handicapée, tu vois, et qui peut plus, enfin, tu vois, qui a plus aucune autonomie, qui a sûrement un goût très limité, tu vois, pour la vie, et puis pour libérer les familles aussi, tu vois. Donc, même si je considère que voilà, la vie est sacrée et que il faut entre guillemets porter sa croix. Enfin, tu vois ce que je veux dire. S'il y a des obstacles qu'on rencontre, il faut pas. Il faut pas. Il y a pas. Il faut pas. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai pas envie de me décourager et de me laisser aller. Et de voilà. J'ai envie d'affronter l'obstacle. Mais il y a des obstacles qui me paraissent quand même particulièrement infranchissables, quoi. Alors la récente intrigue était celle concernant le coming out de ton personnage auprès de son père, Jean Riva. Est-ce que ce sont des scènes est-ce que ce sont des scènes qui ont été difficiles à tourner pour toi? Écoute, alors je vais te dire non pour deux raisons. Une, parce que j'adore mon partenaire Jean-Christophe Bouvet, je l'adore. Il est génial. Je l'adore. Non mais il est génial en tant que comédien parce qu'il a une espèce de physique à la Anthony Hopkins, tu vois. C'est-à-dire qu'il a une espèce de tête comme ça, il fait rien et c'est drôle ou c'est fort. Bah, tu vois, il a pas grand-chose à faire pour exister, pour avoir une vraie densité à l'écran. Et en plus, ce qui était génial, c'est qu'on était dirigé par Philippe Dajoux. D'ailleurs, j'aimerais bien être encore dirigé par Philippe Dajoux. Oh là là, quelle chance. C'est Pauline et Brian là, qui ont été dirigés dans un de ces trucs là, il n'y a pas longtemps. Et moi, je lui ai dit, je veux bien faire une plante verte hein, dans n'importe quelle fiction que tu diriges ou quoi, parce que Philippe Dajoux, c'était juste un bonheur. Mais tu peux pas savoir. Tu parles du Prime de Plus Belle, c'est ça, d'il y a 2-3 ans. Ouais, c'était celui-là. Voilà, c'était une semaine dans le Luberon à Lourmarin, mais une semaine mais extraordinaire, qui est mon plus beau souvenir de Plus belle la vie, hein, je pense, en 9 ans. C'était cette intrigue avec cette concentration, avec cette joie, avec cette tout ça, tous ces partenaires que j'adore, voilà. Donc non, c'était très chouette, très chouette. Donc en fait, tu vois, c'est un miracle collectif, hein, de toute façon, un tournage, que ce soit à la télé ou même au cinéma, tu vois, quand ça fonctionne avec le réalisateur, les comédiens, que tout le monde est à l'unisson et que en plus tu as une partition forte, tu vois, à jouer, c'est royal. Tu vois, et tu peux jouer quelque chose de très dramatique, peu importe, tu vois, comme quelque chose de très comique. Tant que t'es vraiment sur la même longueur d'onde et que t'arrives à, je sais pas, à créer des vrais instants quoi, des vrais mots. Pour aussi éviter de tomber dans la caricature. Écoute, moi j'ai un membre de ma famille qui est un peu sujette au bégaiement. D'accord. Et c'est très léger. C'est quelqu'un, il faut la connaître, cette personne, pour le savoir, mais il y a des moments où tu vois où ça repart un peu dans le bégaiement. Et en fait, j'ai toujours eu ça comme référence, tu vois, parce que c'est un membre de ma famille, voilà. Donc du coup, je connais cette personne depuis longtemps et je pense que j'avais toujours ça en tête. Et c'est ce qui m'était le plus familier. Et la production de Plus belle la vie a été super classe sur ce coup-là parce qu'elle m'a elle m'a emmené donné un rendez-vous avec une orthophoniste à Paris et c'était intéressant. Et pendant que j'ai eu ce rendez-vous avec l'orthophoniste, je devais l'avoir plusieurs fois, finalement j'ai pu l'avoir qu'une fois, mais c'était très instructif parce que elle m'a fait entendre des bégaiements
anonymes, mais qui étaient des patients à elle. Il y a vraiment beaucoup de manières de bégayer. Ah ouais. Ouais, je dirais le bégaiement conventionnel, tu sais, bon, tu vois le truc un peu, comment dire, je sais pas, j'ai des références les mystérieuses cités d'or. Tu connais ce dessin animé? Oui, je connais. Eh ben, il y avait pas un personnage dedans, comment ça, qui arrêtait pas de bégayer. Alors j'étais très petit, alors je m'en rappelle plus du tout parce que mais bon, oui, sûrement. Ouais, enfin, tu vois, enfin, le bégaiement, je dirais traditionnel. On est bon. Après, peut-être que je l'ai fait comme ça. Je sais pas, je m'en rends pas compte. C'est peut-être fait inconsciemment un mélange de ça. Mais au final, le bégaiement, moi, qui me venait naturellement, c'était celui de cette personne de ma famille, qui est léger, hein, mais qui est très familier. Et du coup, comme il est familier, bah, du coup, je l'avais, on va dire, dans l'oreille. Et au début, j'y allais comme si, franchement, le premier jour, j'y allais comme si j'allais me pendre. D'ailleurs, moi, je trouve que la première scène, bon, j'étais pas hyper vendu sur la manière dont je l'ai fait. Après, bon, j'ai été conseillé par quelqu'un de l'équipe, on va dire, qui est lui-même un peu bègue. Mais je trouve que, bon, voilà. Après, c'est vraiment. Faut trouver le ton juste au début. C'est pas forcément évident. Puis vous avez disons peu de temps pour vous préparer. Voilà, c'est ça. Et je trouvais que bon, il m'a orienté dans une voie un peu. Mais après, je l'ai trouvé, tu vois. Une fois que je l'avais trouvé, je m'amusais vraiment avec. Et c'était. J'avais plus envie. D'ailleurs, franchement, j'aurais continué. Riva aurait continué à être bègue, mais moi, je serais super content. Ah ouais. Ouais, je te jure. Mais vraiment, hein, t'imagines, alors qu'au début, j'y allais vraiment comme si j'allais me pendre. Je me disais, oh là là, ça va être à chier. Tout le monde va se foutre de ma gueule. On va dire, mais c'est quoi cet acteur en carton? Oh là là, ils sont tombés, tu vois. Je savais que c'était un challenge quand même et que c'était quand même un cadeau de la prod, du producteur de l'époque de me donner ça parce que bon, tu donnes pas ça, tu vois, à quelqu'un si t'as pas confiance, tu vois. Mais je me disais, ouf, tu vois, c'est vraiment casse-gueule, quoi. C'est vraiment casse-gueule. Et au final, hein? Je me doute. Ouais. Et au final, je me suis vraiment énormément amusé avec ça, quoi. Mais j'imagine qu'il y avait des énormes fous rires des fois sur le plateau avec Laurent notamment, j'imagine. Écoute, y en avait pas mal, mais à mon insu. C'est-à-dire que je me rappelle notamment sur le Prime, quoi, tu vois. Sur le Prime, à un moment donné, je sais plus, il y avait des moments où on était beaucoup off. Enfin, on attendait beaucoup, donc il y a un moment où, tu sais, tu lâches et tout. Je sais plus, une prise, je vais faire un peu n'importe quoi. Et je me rappelle au combo, j'avais entendu, tu vois, des fous rires parce que j'avais fait un truc complètement exagéré, n'importe quoi. Mais oui, on s'est marré. Mais moi, de l'intérieur, c'était pas très drôle, hein, quand même, de l'intérieur. Enfin, c'était pas très drôle. C'était un challenge, quoi. C'est-à-dire qu'une journée, tu sais, parfois dans Plus belle la vie, on peut faire 9 séquences d'affilée. Donc c'est des journées compliquées, hein. Et là, quand j'avais 9 séquences de bégaiement, j'avais l'impression de faire 36 séquences d'affilée. Parce que chaque prise, tu vois, si on va dire que t'es dans la bonne intention du jeu et que t'as pas le bon bégaiement, bon bah c'est mort. Donc t'en fais une autre. Et puis sur celle d'après, tu peux avoir le bon bégaiement, mais tout d'un coup, au niveau de l'intention, c'est moins bien. Donc je te jure, j'avais l'impression de faire 36 scènes au lieu de, tu vois, de 8. Ça demande beaucoup plus d'énergie que de parler normalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'était, j'ai adoré le faire. Et franchement, s'ils veulent que Riva devienne bègue encore, mais allez-y à fond, les ballons. Ah, le problème est réglé, mais il peut y avoir encore un sursaut, j'imagine, c'est jamais. Bah oui, là comme ça s'est passé dans le Prime, quoi. C'est ça. Alors, ce que je te propose, c'est que sur Instagram, on peut pas faire plus d'une heure de direct. Donc, je vais couper et relancer. D'accord. Et on va faire une séquence questions-réponses avec les internautes, les gens du public, du coup. D'accord. Donc je coupe et je relance. Et donc du coup, je te réinvite. À tout de suite. Nickel. À tout de suite. Salut.
Salut. Alors on va attendre que Salut. tout le monde du coup revienne. Oui, du coup il y a Cindy qui te demandait si tu avais des traits de caractère qui étaient les mêmes que Gabriel. Est-ce que tu es mauvais joueur par exemple? Je suis assez mauvais joueur, ouais. Je suis assez mauvais joueur, c'est vrai. Ça, c'est vraiment un truc. J'ai pas trop de mal à me mettre dans la névrose de Gabriel Rivard. Si je Évidemment, je pousse quand même un tout petit peu le truc, mais non, je peux être très mauvais joueur. Ah. Il y en a beaucoup aussi qui demandent quel avenir pour Thomas et Gabriel. Mais je pense que ça, tu peux pas en parler trop, j'imagine. Je sais pas du tout. Non, mais vraiment, tu sais quoi? Moi, en fait, en général, à vrai dire, en vrai, je n'aime pas trop savoir à quelle sauce je vais être mangé. Parce que, de toute façon, j'ai toujours peur d'être déçu. Si on me dit, ah ouais, tu vas avoir une intrigue, tu vas voir, ça va être super, tu peux faire ça. Et qu'après, tu lis le truc et tu fais, ouais, bof, tu vois, je préfère ne pas savoir. Voilà. Au moins, ça évite d'être déçu. Ouais, non, mais je comprends tout à fait, ouais. Tu vois. Mais c'est une intrigue. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer pour Riva et Thomas, quoi. Et c'est une intrigue là qui te plaît, l'intrigue dans laquelle tu es en ce moment. Tu y prends du plaisir. Alors je vais te dire un truc, c'est assez difficile de reprendre une intrigue 3-4 mois plus tard, ouais. Après le Covid. Tu vois, tout d'un coup, t'es plus du tout dans le délire, quoi. Donc c'est un peu particulier, surtout que c'est un peu une intrigue dramatique. Donc c'est un peu bizarre, je t'avoue. Enfin, c'est assez beau ce qu'on a à jouer. Il y a un endroit où c'est assez joli et en même temps c'est assez subtil, mais comme ça a été coupé, tu vois, pendant 3 mois, du coup, ouais, tu vois, c'est un peu plus, c'est compliqué, difficile, tu vois, enfin, je sais pas comment te dire, c'est moins agréable et jubilatoire que si tu le fais dans la foulée, tu vois, de toute l'intrigue. Avec toutes les contraintes sanitaires qu'il y a actuellement sur le tournage, moi par exemple, je sais que Emanuele m'avait dit qu'il devait aller chercher un autre type de jeu, un autre type d'interprétation pour faire passer des émotions. Quel type de jeu est-ce que Emanuele va chercher? Ah bah ça. Est-ce que toi c'est pareil? Est-ce que ou tu n'as rien changé à ce que tu fais? Non, mais c'est un peu particulier parce que tu vois, l'autre jour on avait cette pseudo scène de bagarre ou de violence là dans le bar, tout ça. Bon bah tu peux pas toucher les gens, tu peux pas je sais pas t'aider avec tu vois la violence d'un geste envers quelqu'un. C'est un peu étrange de pas pouvoir s'effleurer, de pas pouvoir se toucher, de pas pouvoir donc on est obligé de s'adapter, tu vois. Après est-ce que c'est un autre type de jeu? J'irai peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas oui, t'es obligé de t'adapter à un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que ce qu'il y a de bizarre sur les tournages, c'est que quelque chose qui se passerait, par exemple, imagine, il y a quelqu'un qui arrive, je sais pas moi, à 20 mètres, bon bah, au bout de 10 mètres, s'il est en face de toi, tu vas l'avoir dans ton champ de vision, dans la vie. Sur les tournages, parfois, faut faire semblant vraiment, tu vois, la personne arrive à 3 mètres, enfin, tu l'as vu arriver, tu vois, dans ton angle mort, et tu fais semblant de la voir à 3 mètres. Bon. Et ben là, avec le Covid et toutes les histoires de distanciation, c'est encore pire, tu vois. C'est encore pire. On est obligé de faire tu vois, faire comme si on était à côté, juste avec un angle de caméra, alors qu'on joue beaucoup plus loin. Donc, oui, tu vois, c'est une adaptation et c'est un truc encore un peu plus artificiel. Donc, voilà, pour que ce soit crédible, ma foi. Il faut se forcer à, tu vois, à y croire encore plus, quoi. Donc, c'est délicat.
C'est un peu, oui, c'est un peu plus bizarre. C'est un peu plus bizarre, mais on s'adapte à beaucoup de choses, hein, donc. Et vous savez combien de temps ça va durer toute cette, j'imagine que jusqu'à la fin du Covid, j'imagine que les règles vont s'imposer à vous. Tu sais, on est quand même beaucoup dans le flou. Tout ce qu'on sait, c'est que il faut vraiment éviter au maximum, enfin, faut faire tous les gestes barrières, porter des masques au maximum, etc. Parce que s'il y a quelqu'un qui chope le Covid sur le tournage, ça s'arrête. Au revoir. Ah ouais. D'accord. Et oui. Donc tu vois, c'est ça l'enjeu en fait. C'est ça le problème, c'est que malheureusement on est bien obligé de s'adapter à ça parce que sinon, voilà, après on peut plus faire le programme, quoi. Ah non, mais c'est clair. On comprend, il y a des enjeux. Et ouais. Bien, merci pour cette petite heure et quart passée en ta compagnie. On a appris plein de choses. J'espère que les gens aussi auront appris plein de choses. Pour ceux qui auraient loupé l'intégralité du live ou qui l'ont pris en cours de route, je remettrai le live en entier sur ma chaîne YouTube et je vous posterai le lien demain. Comme ça, vous pourrez le revoir à votre guise. Merci encore, Joachim, pour ce petit moment avec toi. Merci à toi, Loïc. Il n'y a pas de souci. C'était très chouette. Voilà. Moi, j'avais jamais fait de Instagram Live. Donc, c'est mon dépucelage. Et voilà. Bah, tu sais, t'es pas le premier. Ouais. Non, j'en ai dépucelé des acteurs. Ah, t'en as dépucelé, hein, sur Cinemax, hein, dis donc. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci pour ce petit temps. Je te retarde pas plus. T'as peut-être des choses à faire. Merci à toi. C'est l'heure de l'apéro, là. Et ouais. Louper l'heure de l'apéro, quand même. Bah non, faut pas à Marseille, hein. Ne l'oublions pas. C'est ça. J'imagine. Voilà. Merci à toi. C'est encore beau et tout. Donc, magnifique. Ah, t'as une belle vue. Une très belle vue. Eh oui, regarde. Tu vois, c'est comme un décor de Cinecittà ici. C'est beau. On se croirait à Naples. Voilà. Vous avez tous mes slips qui sèchent en plus. Magnifique. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis, peut-être à une prochaine alors pour parler de la fin de l'intrigue. Avec plaisir. Salut. Bye. Et merci à tous d'avoir suivi le live. Merci à tous. Mais oui, bien sûr. On oublie qu'il y a tout le monde. Voilà. Allez. On vous embrasse. Ciao. Salut. Bye. Salut.